Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 20 février. À la une de cette édition, la grève chez SFR a débuté. Hier, l'UICFDT et la CFE-CGC ont lancé un préavis de grève illimité, prenant effet ce matin. Les raisons de la colère, un sentiment de mépris des salariés de la part de la direction, une augmentation de la charge de travail ou encore une diminution des effectifs. Une vingtaine de grévistes ont ainsi fermé la boutique à Kaweni, tandis qu'une réunion avec la direction a débuté aux alentours de 13 h. Paul-Arthur Avit était sur place pour suivre les négociations. À partir de 7 h ce matin, les employés de SFR en grève ont fermé la boutique de Kaweni et se sont rassemblés devant pour faire entendre leurs revendications. Faire signer le protocole de fin de conflit datant de mai 2018 par la direction, accéder à une prime d'intéressement, avoir une augmentation des salaires équivalente à l'augmentation de la charge de travail, le respect des instances, voilà 4 des points qui ont poussé les employés à faire grève. Il y a eu un débrayage qui a eu lieu au mois de mai sur une plateforme revendicative qui portait sur la propreté et l'hygiène. Certains de ces points à date ne sont toujours pas réglés et surtout le protocole de fin de conflit du mois de mai n'avait pas été signé par la direction, ce qui faisait que pour les salariés, ce conflit-là n'était pas fini. À partir de 13 h, les représentants des syndicats ont pu faire une visioconférence avec la direction se trouvant à la Réunion. L'occasion de trouver une solution à leurs revendications. À 16 h, lors d'une pause, nous avons pu faire le point sur les négociations. Pour l'instant, ça se passe bien, même malgré qu'au début c'était très tendu, mais bon, on est là pour trouver une solution. Donc il va falloir qu'on essaie de trouver la solution et de manière globale, les 4 points qu'on a vus jusqu'à présent, ça avance. La direction, il reconnaît, en tout cas, ils font leur mea culpa sur certains points. Et nous, on est là pour veiller à ce que tout se passe bien. Et on est là aussi pour que les salariés voient ce que la direction sont prêts à faire pour eux. À l'heure actuelle, les négociations sont toujours en cours entre les représentants des syndicats et la direction. Il faudra sûrement attendre demain pour savoir si une solution a été trouvée pour mettre un terme à ce conflit. Hier, l'INSEE a publié les chiffres de son enquête sur l'emploi et le chômage en 2018. Mayotte atteint un record avec 35 % de la population active sans travail. Ce chiffre ne prend pas en compte la légalité ou non du travail réalisé, ce qui en dit long sur les problématiques d'emploi au sein du territoire. Des données que le directeur de l'INSEE Mayotte a cependant souhaité relativiser en raison de la crise sociale de 2018. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. La mesure s'est faite au deuxième trimestre 2018. Deuxième trimestre 2018, on était juste après les mouvements sociaux qu'on a connus. Donc il y a un tout petit bémol dans cette mesure, c'est qu'évidemment la période est très particulière. Ouais. Et la question de fond qui va se poser sur ce chiffre, qui évidemment est relativement choc, c'est de savoir si ces résultats, il n'est que conjoncturel, c'est un instant donné lié à des mouvements sociaux que chacun a connus, ou si d'autre part, ça va s'inscrire de manière plus durable. C'est ça. Et ça, on le saura l'année prochaine. Et là, pour le coup, on va relancer l'enquête. Ouais. C'est une enquête d'importance pour nous que l'on fait chaque année, pour savoir si c'est quelque chose qui n'est juste qu'un épiphénomène. Bon, on l'aura dit, raconté, et puis après, ça sera important même de savoir qu'est-ce que ça a comme impact à un mouvement social, ou si c'est quelque chose qui va impacter plus durablement l'économie et le social du territoire. Et à Mayotte, comme dans l'ensemble du pays, le grand débat national se met en place. Sur le département, 14 des 17 communes ont répondu à l'appel et vont organiser ces grands moments de prise de parole citoyenne. Ce matin, nous recevions sur notre plateau la maire de Chirongui, Roukia Lahadji. Cette dernière est revenue sur la rencontre entre le président de la République et les élus ultramarins. Elle a également détaillé le programme de ce grand débat dans sa commune. Le point dans ce sujet avec au montage, Leslie Vimenet. Présente pour la rencontre entre le président de la République et les élus ultramarins à Paris, Roukia Lahadji a siégé auprès d'Emmanuel Macron. Durant ces 7 heures de débat, l'élu LREM a été conquise par la répartie du chef de l'État. Ce que je dirais, c'est un homme brillant. Il m'a épaté la manière de pouvoir répondre à toutes les questions et de prendre des notes. Le sentiment qu'il connaissait tous les dossiers. En fait, c'est pas qu'il connaissait, parce qu'il prenait note. Ouais. Il prenait note sur chaque personne qui passait sur chaque dossier.
Et oui, et la force de connaître. Et il écrivait vraiment parce que vous étiez à côté. Donc mais il écrivait. Il écrivait, c'était pas des dessins qu'il faisait pas semblant. Non, c'est vraiment de l'écrit. Il entourait, il écrivait, non, vite. Et bien sûr, après, il avait ses conseillers derrière aussi. Bon, les conseils. Mais qu'est-ce qu'il maîtrisait les sujets? Chaque sujet, il avait la réponse. Donc moi, il m'a épaté. À la suite de cette rencontre, nombreux sont ceux à avoir critiqué les élus mahorais qui ont été accusés de ne pas être exhaustifs dans leurs demandes. À ce titre, Roukia Lahadji invite la population à venir s'exprimer dans le cadre du grand débat national qui débute demain à Chirongui. Lorsque nous sommes revenus, même dans les messages que nous avons reçus, les coups de fil par la suite, les jours qui suivent, même au niveau des médias, on l'a entendu, ben, ils n'ont pas dit ci. Ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas dit le coût de billet, que c'était cher, que la vie était chère, que la retraite n'est pas alignée. Donc là, je donne encore cette chance, parce que nous avons cette culture orale. C'est ça chez nous. Nous avons cette culture orale, c'est de parler. Nous n'avons pas la culture écrite. Parce que d'ailleurs, j'ai posé des cahiers de doléances et à la mairie et à la MVVA, ben nous avons très peu d'écrits. Dans le cadre de ce grand débat national, la mairie de Chirongui a fait le nécessaire pour que la population puisse s'exprimer à l'oral et dans la langue locale. On n'a pas besoin de dire le coût de billet est cher, billet Zahali. Et j'aurai un technicien qui sera là pour prendre les comptes rendus en français. Donc vous voyez, on va pas dire comment dirais-je, la location vieillesse trop basse, faut qu'on nous l'aligne. Non. Marqueza bako koza utini ilazimu zifutiliwe sasawa na wanyatu la Réunion à Paris. Donc c'est ça l'avantage que nous aurons. Venez nombreux dès demain. Demain c'est le 21 février. À Porouani, Malamani, Mramadoudou et Timkoura, dans les écoles d'une manière générale, vous connaissez ces lieux-là. Et puis après, le 27, sur la synthèse, on saura exactement. Donc là, vous voyez, on ne cache rien. Nous faisons des réunions, mais en même temps, on vient faire la synthèse pour que la population entende qu'est-ce qui a été dit sur l'ensemble des débats. Et surtout, qu'est-ce qui remonte à Paris. Et qu'est-ce qui remonte à Paris. Dans quelques semaines, le président de la République sera amené à faire une synthèse de ce grand débat national. Et nul doute que les réponses apportées seront scrutées de très près, à Mayotte comme sur le reste du territoire national. Je me tourne maintenant vers les invités de la rédaction, puisque ce soir, ils sont deux. Nous accueillons la maire de Sada, présidente de l'UDCCAS, l'Union départementale des centres d'action sociale de Mayotte. Rochia Bamana, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors à vos côtés, il y a Ali Nizari, donc il est président de l'Union départementale des familles de Mayotte. Ali Nizari, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler justement de ce grand débat national et du couple que vous formez ce soir entre les CCAS, l'UDCCAS et l'Union départementale des associations des familles de Mayotte. Avant cela, un mot à la maire avec la maire de Sada. Vous étiez aussi invité, forcément, comme tous les élus ultramarins, à ce grand débat avec le président de la République. Qu'est-ce que vous avez pensé de la teneur de ces débats ? Je pense que c'est important en tout cas d'être présent à ce genre de débat parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est invité par le président de la République. Depuis 2014 que je suis maire, c'est la première fois. Donc ces occasions comme ça, il ne faut pas les rater. Oui, il faut de l'énergie pour tenir 7 heures de temps, plusieurs débats par semaine. Ça c'est la forme. Maintenant, pour le fond, moi j'ai trouvé que le président a des idées bien arrêtées sur certains sujets. Et, vous l'avez trouvé comment, vous, de votre côté aussi bon que Roukia Lahadji? Sur la forme, oui, il faut tenir. Déjà, d'oser aller devant la population comme ça dans des moments de crise, parce qu'il y a quand même la crise des Gilets jaunes. Et au-delà du 15 mars, il faut bien donner des réponses bien concrètes aux attentes de la population française. Et là, c'est autre chose. Mais sur le fond, effectivement, il a des idées bien arrêtées. Les questions concernant Mayotte, moi, je demande à voir quand il viendra au mois de juin prochain. Raison pour laquelle il serait très, très important pour tous les élus de cette île de se réunir avant cette visite pour qu'on puisse mieux la préparer. Parce que la dernière fois, les élus ne l'ont pas préparée. Alors justement, lors de cette visite, le président de la République devrait revenir sur ce grand débat national, puisque logiquement, les réponses seront apportées, les réponses qui sortiront de ce grand débat national. Là, je me tourne vers le président de l'UDAF. Vous avez souhaité que les familles participent à ce grand débat national.
Comment ça va s'organiser la participation de ces familles au grand débat national? Alors, nous avons déjà décidé en commun accord avec Madame la Présidente de l'UD, qui est très sensible sur ces sujets comme l'UDAF. Nous avons décidé de réunir les familles parce que, figurez-vous, l'UDAF regroupe aujourd'hui une vingtaine d'associations familiales réparties sur le territoire. Et les CCAS, nous avons 17 CCAS. Donc ça va être autour des échanges, vraiment entre famille et services, parce que là, du coup, les CCAS représentent quand même des services de proximité. Donc il n'est pas étonnant de voir les services de proximité à côté des familles. Je pense qu'on aura adopté la formule la plus exacte possible pour permettre aux familles de s'exprimer sur les vrais sujets qui leur concernent. Justement, quels sont-ils aujourd'hui les sujets qui préoccupent le plus les familles à Mayotte par rapport au retour que vous en avez des associations? Alors, les sujets sont énormes. Moi, je prends un sujet qui me tient à cœur, la petite enfance. Aujourd'hui, pour que les femmes concilient la vie professionnelle et la vie familiale, c'est tout un combat. Aujourd'hui, on n'a pas de crèche, on n'a pas des... Et c'est pas la mère de Sada qui me condamnera parce que je sais que ça fait partie de ces sujets qui lui tient à cœur. La restauration scolaire, elle est aussi très impliquée là-dessus. Le problème de l'environnement, etc. Donc, moi, je pense que nous avons des sujets qui sont importants, qu'il faut compléter avec les thématiques arrêtées au niveau national, qui sont quand même des thématiques assez générales. Enchère, je me tourne vers vous justement, et les CCAS, l'Union départementale, donc des centres d'action communaux, ce sont des centres qui sont très importants. On le disait, c'est un service de proximité, il y en a finalement peu à Mayotte. En tant que présidente, qu'est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, comme priorité à faire passer dans ce grand débat national? On en a parlé de certaines. Est-ce que c'est exhaustif ou est-ce que vraiment les demandes sont énormes en la matière? Alors nous travaillons, pourquoi nous avons adopté cette formule de travailler ensemble au niveau de ce débat avec l'UDAF? Parce qu'on a un sujet en commun quelque part, le social, les politiques sociales à Mayotte. Il a parlé de la petite enfance. Moi, je pense aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. Donc, pour moi, c'était important qu'on puisse réunir nos efforts. Et là, nous n'avons pas forcément les recettes. Justement, l'idée du débat de dimanche qui aura lieu donc, à la MJC de Mangajou, c'est de donner la parole justement à la population pour qu'on puisse, nous, par la suite, réajuster notre action au niveau des CCAS, mais aussi remonter nos doléances au niveau du territoire national. Parce qu'il faut savoir que, de mon expérience depuis 2014, souvent Paris ne connaît pas la réalité de Mayotte. Moi je reste persuadée que il y a eu les assises, il y a eu beaucoup de choses quand même. On n'est jamais mieux servi que soi-même. C'est vrai qu'il y a les documents qui ont été élaborés depuis très longtemps. On pourrait penser que c'est le énième débat, c'est le énième diagnostic qu'on fait. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas participer et donner la parole à la population. Donc dimanche, en collaboration avec l'UDAF, encore une fois, moi je lutte pour qu'on conjugue nos efforts. Parce qu'à ce niveau-là, ça ne nous donne pas de la force de travailler de manière séparée. Comme nous sommes sur le même sujet du social, au-delà des thématiques proposées par le président de la République, il m'a semblé pertinent, effectivement, qu'on puisse conjuguer les efforts et donner la parole ensemble dimanche pour qu'au niveau des CCAS, on puisse recalibrer et puis accentuer nos politiques concernant les familles, mais aussi les personnes en situation de précarité sociale. Concernant les CCAS, justement, aujourd'hui, quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez au sein de ces structures? Le manque de moyens matériels, humains, c'est surtout ça? Alors, la première des choses, d'où la mise en place de l'Union départementale, qui est très très jeune, cette association des élus des CCAS, parce qu'il existe aussi l'association des cadres des CCAS, qui a été déjà mis en place ici il y a 2 ans. Donc nous, on a souhaité au niveau des élus mettre en place l'instance pour justement conjuguer nos efforts. Et puis, l'une des premières missions, nous sommes en train de commencer à réfléchir sur le projet de l'UD, c'est de commencer à faire en sorte à ce que dans chaque commune, il y ait un CCAS d'installé. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Il y a des CCAS qui ont été créés juridiquement, mais qui ne sont pas encore fonctionnels.
Donc l'une de nos c'est le grand chantier aujourd'hui. L'une de nos premières missions, c'est de faire en sorte à ce que chaque commune de Mayotte ait un CCAS qui commence à être fonctionnel. Donc c'est l'une des premières missions. La deuxième mission de l'UDCCAS, c'est de mutualiser les moyens, d'assurer la formation des cadres, parce que ça aussi, c'est un des leviers importants pour qu'on puisse asseoir des services de qualité, c'est la formation des hommes qui vont travailler dans ces structures. Donc voilà, pour vous citer en quelques mots les missions de l'UDCCAS. Ali Nizari, vous êtes allé à plusieurs reprises à Paris, vous avez pu rencontrer dans les ministères les plus hautes instances de l'État. Est-ce que vous avez l'impression que justement cette question des familles à Mayotte et ces problématiques qui tournent autour des familles, ce sont des questions qui intéressent Paris, ou encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est un énième débat où on va effectivement demander la parole aux uns et aux autres, mais qu'au final, ça n'avance pas. Est-ce que vous avez l'impression que ce sujet, il parle à Paris? Oui, quand l'a dit Madame la présidente de l'UD, c'est de pouvoir travailler à un moment donné ensemble. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'éléments qui sont... C'est ce qui manque aujourd'hui, l'union. Voilà, je crois que ça manque beaucoup. Et que ce débat, justement, c'est l'occasion, pour une fois, de demander, d'écouter quand même les familles. Ça, c'est pas pour rien, c'est pas donné à tous les jours. Et souvent, j'ai confiance aux élus qui siègent, que ce soit ici à Paris. Mais à un moment donné, je pense on va montrer encore une fois que nous avons la capacité de pouvoir monter des dossiers ici et aller les défendre, aller jusqu'à Paris les défendre. Parce que c'est ça aussi, c'est que souvent on envoie des dossiers. Mais aujourd'hui, on va envoyer carrément la parole des familles. Et que moi, j'ai eu la chance à l'UNAF de siéger dans une grande commission qui s'occupe justement des questions familiales. L'UNAF, c'est l'Union nationale des associations familiales. Et que justement, ce débat est très attendu là-bas parce que, pour la petite histoire, Mayotte est la star par rapport aux questions familiales, aux problématiques familiales au niveau de l'UNAF. Parce que j'ai eu l'occasion d'expliquer la particularité et qu'avec l'Union des centres communaux d'action sociale, avec l'arrivée de la présidente ici, qui était très sensible sur la question familiale, donc je pense qu'on a encore de la marge pour aller défendre ces questions-là ensemble. Parce que moi, je ne la lâche pas, je vais jusqu'à ce qu'on fasse un déplacement sur Paris, avec nos unions à Paris. Et je pense qu'on aura gagné, et ce sont les familles qui vont être bénéficiaires de cette démarche-là. Anchia, je parle là aussi une nouvelle fois, première édile de Sada. Est-ce que vous n'avez pas peur que finalement, ce grand débat, il y ait trop de questions, il y ait trop de sujets qui viennent sur la table et que finalement, il y en ait beaucoup qui ne soient pas traités? Parce que c'est vrai que l'objectif, c'est de donner la parole aux citoyens, mais qu'au final, on se dit quand même que l'État ne va pas prendre question problème par problème et ne va pas tout régler avec ce débat. Vous n'avez pas peur que finalement, ça se fonde dans une masse qui soit trop grande pour que ça soit traité? Il y a ce risque-là, mais en tout cas, le président de la République a bien affiché la volonté, on l'a vu avec le débat qui a eu lieu à Paris, qu'il prenait note lui-même, il a tenu à répondre chaque question. Selon vous, c'est sincère cette démarche? En tout cas, je pense qu'il va regarder. On aura des résultats positifs, on aura les financements qu'il faut après pour faire les projets. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, je pense aussi au cahier de doléances, on n'en a pas parlé, mais nous, on les a mis à Sada, cela fait 3 semaines. Ça fonctionne aujourd'hui? Tout à fait, ça fonctionne. Le cahier, nous, on en a 3 dans la commune. Et on nous a dit que ces cahiers, on les remonte tels quels à la préfecture pour qu'ils soient remis dans les mains du président de la République. Moi, j'ose espérer qu'il regardera, il y aura beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour Mayotte, nous connaissons nos priorités. Nous connaissons nos priorités. Les diagnostics ont été faits depuis 2008, depuis les États généraux des Outre-mer, Mayotte 2025 et j'en passe, les assises, le plan d'urgence. Donc le diagnostic est connu. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on ait, comme le disait le président de l'UDAF, qu'on aille ensemble défendre les dossiers, mais qu'on nous donne les financements pour faire les projets. Et à ce niveau-là, nous avons des difficultés. Moi, j'ai actuellement un projet de construction d'une crèche dans la commune de Sada, une crèche de 40 places, projet revendiqué par la population il y a bien une dizaine d'années. Et là, depuis 2016, on se bat à ce que ce projet soit financé.
Et là, cette année, la Caisse de sécurité sociale qui a en charge quand même cette politique pour justement avancer ces investissements dédiés à la petite enfance, qui a délibéré pour nous donner 70% de 2,2 millions, il nous reste 15% à avoir pour boucler le plan de financement et l'État nous dit qu'il n'a pas les moyens de mettre 300 000 € dans ce projet. C'est quelque chose, moi je ne comprends pas. C'est l'argent aujourd'hui qui manque en Chia? Mais en tout cas, actuellement, l'État me dit qu'il n'a pas 320 000 € à mettre dans un projet de 2,2 millions. Je ne comprends pas. Il y a le plan de pauvreté qui est sorti et Mayotte est pleinement dedans et ces thématiques-là sont citées. Tout ce qui est garde d'enfants, restauration scolaire, mise en place des centres sociaux qui n'existent pas encore à Mayotte. Donc nous sommes pleinement dans ce plan d'urgence. Nous sommes pleinement dans ce plan de pauvreté. Qu'on me dise aujourd'hui qu'on ne trouve pas 320 000 € pour mettre dans un projet de 2,2 millions, ben je ne comprends pas. Donc nous ne sommes pas du tout sortis de l'auberge. Nous avons tout intérêt, l'UDAF et l'UDCCAS, de se serrer le coude pour qu'on puisse nous débloquer le financement quand il y a des projets concrets qui sont là. Nous n'avons pas de problème de foncier pour ce projet. La commune de Sada a du mal à comprendre aujourd'hui qu'on ne puisse pas nous débloquer 15% de 2,2 millions pour faire un projet aussi prioritaire. Une dernière question, Aline Izari. Qu'est-ce que ça va donner ensuite? Il va y avoir une synthèse de tout ce qui va se dire ce dimanche. On rappelle à la MJC de Mangajou de 8h30 à midi. Il va y avoir une synthèse de tout ça. Il va y avoir une synthèse. D'ailleurs, le débat sera animé par des professionnels. Donc on aura une synthèse et puis, comme l'a dit Madame la Présidente, on ne va pas s'arrêter là. Il faut aller taper aux portes de l'Élysée pour essayer de faire passer certains dossiers. Juste une intervention, c'est vrai qu'elle a raison parce que hier, pas plus tard qu'hier, nous avons abordé à la DJ le plan stratégique de lutte contre la pauvreté dont les questions de la petite enfance ont été largement abordées. Donc c'est une question d'actualité. Peut-être qu'on va voir avec Demain, on parlera notamment du schéma départemental de services aux familles. familles. Justement, j'allais venir. Demain, il y aura ce sujet de schéma. Donc la question, j'aurai l'occasion d'aborder la question avec les personnes qui seront, parce que l'UDAF est signataire quand même de ce schéma-là, et que si on a des projets quand même qui sont concrets comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Aline Izari, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dimanche, on sera présent à la MJC de Mangajou de 8h30 à midi. Chia Bamala, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Le schéma départemental des services aux familles, nous en parlions. 130 kg de tomates à nouveau saisies sur le bord des routes ou encore la tribune de Noussoura Souleymana. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 20 février. Le premier schéma départemental des services aux familles de Mayotte, SDSF, a été signé le 28 juillet 2016 par l'État, la CSSM, le Conseil départemental, l'Association des maires de Mayotte et l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF, pour la période 2016-2019. Ce schéma a pour objectif d'impulser une dynamique partenariale territoriale afin de développer une politique ambitieuse de développement des services aux familles. Il vise à améliorer la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la politique de la petite enfance, de la jeunesse, l'accompagnement à la parentalité et l'accès aux droits. Il vise également à accompagner les évolutions de la société mahoraise en permettant aux familles de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. Demain, un comité de pilotage se réunira en préfecture pour effectuer un bilan général et fixer les modalités d'élaboration du nouveau SDSF pour la période 2020-2022. À noter que la coordinatrice de ce schéma n'est autre que la Caisse de sécurité sociale du département. Le comité opérationnel départemental antifraude poursuit son plan d'action de contrôle des vendeurs de fruits et légumes à Mayotte. Hier, les services de l'État ont inspecté les produits des vendeurs situés en bord de route et sur les marchés de Tsunzouin et Mtsapéré. Cette action coordonnée entre les services de la police municipale de Mamoudzou, la DIECT et la DAF a permis de contrôler une quinzaine de commerçants. 130 kg de tomates ont ainsi été saisis et feront l'objet d'une destruction par les services de la DAF. Par ailleurs, des amendes de 450 € pour défaut de traçabilité ont été dressées à l'encontre de certains vendeurs.
En outre, des procédures pour travail dissimulé seront également engagées à l'encontre de chaque commerçant contrôlé qui n'a pas déclaré au préalable son activité. Le CODAF assure que de nouveaux contrôles sont prévus dans les prochains jours et appelle tous les commerçants à respecter la réglementation en vigueur ou à se mettre en conformité sans délai. Ancien syndicaliste devenu auteur, Noussoura Souleymana vient de publier une tribune pour appeler à la rédaction et la signature d'un document commun sur le développement de l'île. Selon lui, ce document devrait réunir le président du conseil départemental de Mayotte, les maires, les 4 parlementaires, les présidents des chambres consulaires, les organisations syndicales, des salariés et du patronat, la déléguée régionale aux droits des femmes ou encore le président de l'association des retraités et personnes âgées de Mayotte. En ce qui concerne les demandes, Noussoura Souleymana souhaite de grands investissements en matière d'infrastructure. Il souhaite par ailleurs un plan de formation des cadres mahorais, ainsi qu'un plan faisant en sorte que tous les enfants scolarisés de Mayotte puissent bénéficier de l'apprentissage renforcé d'au moins 2 langues internationales. Selon l'ancien secrétaire départemental de la CFE-CGC, ce document pourrait être remis au président de la République en personne, dont la venue à Mayotte est prévue au mois de juin prochain. Vous rêvez de fendre les flots tel un dauphin, de vous mouvoir avec facilité et agilité dans l'eau tel un poisson? Alors le Seabob est certainement fait pour vous. Son principe est simple, l'utilisateur se met à l'eau avec l'appareil, pose ses mains sur les commandes pour ensuite naviguer avec une aisance déconcertante. Ce véhicule aquatique 100% écologique n'est pas uniquement utilisé pour le simple divertissement, il se révèle en effet être un outil efficace pour le secours en milieu aquatique. Marion Tellier nous en dit plus sur ce gadget révolutionnaire. Le Seabob, aussi appelé scooter des mers, c'est la nouvelle activité nautique en vogue. Une utilisation intuitive pour une expérience de liberté sur l'eau comme en profondeur, jusqu'à 40 mètres. L'appareil est silencieux, il doit son agilité à une turbine qui absorbe l'eau par les côtés de la machine, puis la recrache vers l'arrière. C'est la propulsion hydrogée. Il est aussi équipé d'un tableau de bord complet indiquant la température de l'eau, l'autonomie restante et bien sûr la vitesse. Avec son moteur 100% électrique, l'appareil fonctionne dans le respect total de l'environnement. Plus qu'un simple joujou des mers, le Seabob pourrait bientôt devenir un outil majeur en termes de sauvetage en milieu aquatique. Capable de fendre les flots jusqu'à 22 km/h, le modèle Rescue apporte une rapidité d'intervention unique en toutes conditions. L'appareil devrait débarquer sur l'île aux Lagons dans le courant de cette année 2019. C'est sur ces images que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.